Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à 24 images secondes, le podcast animé par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 25 qui s'intitule 24 images vers le futur. Autour de moi, la crème de la crème des chroniqueurs, avec Christina notamment qui signe son retour d'ailleurs, ravi de te retrouver. Hello, bonsoir à tous. L'autre retour, c'est celui tant attendu de Nico. Comment il va mon Nico ? Eh ben, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Et bien sûr, l'indétrônable Mister Thibaut qui est dans la place. Salut Mister Thibaut. Bonjour à tous. Et je suis Jérém, votre animateur. Alors sans transition, on attaque direct avec l'actualité. Un film coup de cœur de Louise et moi d'ailleurs, le mois dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chères auditrices et chers auditeurs. Et donc, on va parler du coup de ce film qui était le prix du jury au dernier festival de Cannes. Il s'appelle Sirat et c'est le 4e film d'Oliver Latché. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Le pitch, un père et son fils parviennent à une rêve perdue au milieu des montagnes du sud du Maroc. Ils cherchent Mar, la fille de la famille, disparue depuis plusieurs mois lors d'une de ces fêtes. Eh bien, la question évidemment que toutes les auditrices et les auditeurs se posent, mais c'est qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les chroniqueurs de 24 images secondes ? Eh bien, la réponse c'est maintenant, et c'est avec Mister Thibaut pour commencer. Déjà, vous l'avez cité le mois dernier, et en préambule, j'aimerais vous remercier, pas de l'avoir cité le mois dernier, non pas de l'avoir recommandé, parce que j'ai très envie de voir le film depuis sa présentation cannoise, mais merci de ne pas avoir divulgué l'histoire du film. Je pense que c'est important dans l'effet que le long métrage peut provoquer sur nous. Donc merci pour ça. Et à mon tour, donc cher auditeur, n'attendez pas de moi que je vous divulgâche le film, je resterai tout aussi discret que mes camarades. En tout cas, merci Mister Thibaut, même si j'ai craqué sur Alpha le mois dernier, mais je n'ai pas craqué sur Sirat. Ah, mais c'est effectivement important. Depuis sa sortie, j'harcèle tout mon entourage, en leur promettant le choc cinématographique de l'année, tout en restant le plus sibyllin possible. Parce que oui, pour votre humble serviteur, Sirat est une expérience unique, une monstrueuse claque qui sidère autant qu'elle électrise. Sur le papier, on pense à Mad Max et au Salaire de la peur, la version avec Montand et Charles Vanel, pas celle avec Gaston Bide. Dans les faits, c'est aussi un croisement. C'est aussi un croisement entre Gaspard Noé pour la danse sous substance et Alejandro González Iñárritu pour la question de la perte et son acceptation. Sirat n'est pas un bon film. Ah ouais, pas bête. Sirat est un très grand film, de ceux dont le visionnage en salle laisse une marque indélébile. Si ce n'est pas déjà fait, courez voir Sirat. Sirat est beau dans ses photographies, ses plans et même dans ses fondus enchaînés. Sirat est enivrant. Pendant la séance, j'avais vraiment envie de me lever et de danser avec les personnages. À ce sujet, la BO de Candy Gray est incroyable. Une électro-trance entêtante. Je sais pas vous, mais moi je l'écoute en boucle depuis la sortie de séance. Eh bien, figure-toi que moi, je l'écoute très souvent dans ma voiture aussi, effectivement, depuis que j'ai vu le film. Donc, comme quoi. Alors, c'est vrai, Sirat est un film dur, choquant, un uppercut, comme on dit parfois. Mais Sirat n'est pas gratuit. C'est un trip spirituel aux ambitions métaphysiques, une expérience rare, intense et viscérale que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Bah écoute, merci. Du coup, j'ai envie d'y aller maintenant, moi. Bon, bah, je l'ai pas vu. Eh bien, Nico, à plus tard. Bonne soirée. Allez, salut, merci. Alors, moi, je l'ai vu il y a 3 mois, donc comme du coup maintenant les auditrices et auditeurs le savent, parce qu'on l'a vu, on est en première. Et il m'a vraiment, en fait, là, d'en parler maintenant, je me rends compte que ce film, il m'a profondément marqué et plus que je le pensais. Donc tu verras, Thibaut, t'as pas fini de penser à ce film. Et c'est le genre de séance, je pense, c'est le genre de séance que moi j'oublierai jamais.
déjà. Et donc c'est un des films de l'année, évidemment. Donc c'est un très grand film, évidemment. Et ça m'arrive en fait que je regarde beaucoup de films et quand je vois certains films, je pense à Sirat pendant le film que je regarde. Je vais pas dire pourquoi. Mais voilà. Mais Une infidélité cinématographique. oui, je fais des infidélités cinématographiques. Mais c'est vraiment un film qui m'a ensorcelé. Voilà, je cherchais le mot. Et comme j'ai dit le mois dernier, je le redis, c'est un mélange de spectaculaire et de contemplatif, de transe contemplative. Et j'ai l'impression que tous ceux qui ont vu le film, parce que toi, Thibaut ou d'autres, hein, d'ailleurs des auditrices de l'épisode précédent nous en ont parlé, ça fait plaisir d'ailleurs, j'ai l'impression que les gens n'en sortent pas indemnes de ce film, hein, c'est très très clair. Et moi je voulais parler du coup, parce que je n'ai rien d'autre à dire sur ce film, je pense que j'ai dit ce que je ressentais avec mon cœur, mais j'aimerais parler de vite fait de ses premiers films, parce que moi j'ai découvert Mimosa. Donc je conseille tous ceux qui ont vu Sirat de s'ouvrir aux autres films d'Oliver Lache. Il en a fait 4, hein. Sirat c'est son 4e. Il y a un documentaire et 2 autres films de fiction. Donc le premier film de fiction s'appelle Mimosa et ça m'avait déjà bluffé. En gros, c'est une histoire d'une caravane avec des chevaux qui accompagne un vieux cheikh dans les montagnes de l'Atlas, en fait. Et oui, on est encore là-bas, vers sa famille, mais c'est loin, c'est très loin. Et il veut vivre ses derniers jours dans sa famille, sauf qu'il meurt. Hein. Attention, c'est le début du film, hein, vous inquiétez pas. Il meurt très vite. Et donc du coup, les 3/4 du convoi, du coup ils s'en foutent et ils rentrent chez eux. Il reste 2 brigands qui veulent, des voyous, on va dire, qui veulent ramener le corps du coup à la famille en échange d'argent. Et va les rejoindre un type qu'on a vu dans une séquence juste avant, séquence avec des voitures dans le désert d'ailleurs, et non pas des camions, mais il y a du Sirat déjà. Et ce type est vraiment étrange, et il arrive comme un cheveu sur la soupe, il dit qu'il est une sorte de dieu, et il va accompagner les 2 gars et le corps du cheikh dans les montagnes, voilà. Et donc il y a un petit côté Sirat, hein, je pense que quand je vous dis ça, et c'est un film aussi, alors il n'y a pas les mêmes moyens, Sirat n'est pas non plus, c'est pas le budget du siècle, mais... Et donc du coup, je sais pas si je vais laisser la parole à Christina, parce que je pense que tu vas parler d'Almodovar, qui a un petit rôle, qui a joué un rôle aussi d'ailleurs pour aider Oliver Lache à financer son film. Mais voilà, je conseille Mimosa. Le 2e film s'appelle Viendra le feu, il est très très bien également. Mais vraiment, c'est un réalisateur très intéressant, très fascinant. Et donc je donne la parole à Christina qui va nous en parler aussi. Moi j'étais avec Jérém et Louise, donc oui. Cette séance coup de poing. Ouais, coup de poing, ouais. Parmi mes séances au Max Linder, je confirme, elle restera ancrée. Et je m'attendais à rien, je ne savais rien, et je pense qu'il ne faut rien savoir du film. Tu vois, même les références qu'on peut citer, parfois elles sont de trop. Moi, c'est un film de Friedkin, je dirais pas lequel, mais qui cinématographiquement... c'est très affûté ce qu'il nous propose, avec une maîtrise et une audace incroyables. Et ce film, justement, il évolue entre les codes cinématographiques et il glisse vers un drame intime et entre l'universel et le politique. Et il nous emmène dans un monde qui est transcendantal et qui fait appel à des résonances très profondes. C'est un film qui, je trouve, célèbre la lumière du cinéma, de la vie, celle qui éclaire le fil des temps, qui entre dans l'âme et ceux qui n'ont rien à perdre. Voilà, je pense qu'on rentre dans une autre dimension. Et il nous perd dans ce monde qui semble être un monde occidental. Parfois, on en sort brutalement, mais surtout, il vient heurter nos croyances pour évoquer cette dimension transcendantale supérieure. Et puis, au rythme de la techno, hein, comme tu disais. Et le cœur, le rythme, tout ça vient... c'est pour ça, je pense qu'il entre, il nous habite et il a du mal à nous quitter, ce film, parce que il y a des résonances très spirituelles. On parle beaucoup de violence, du choc que ça provoque, mais c'est aussi doux et subversif, je trouve, parce qu'on aborde et on s'accommode il vient dénoncer le fait qu'on s'accommode à notre monde, à nous alerter sur la catastrophe climatique, les génocides, le fascisme, la guerre, les visions d'apocalypse. Mais cette apocalypse, il nous la présente comme douce, et l'individu vient se fondre dans la complémentarité de l'humanité et faire un tout, qui est au-delà de ce que ça nous montre. Et je l'ai vécu, moi, comme une expérience chamanique de cinéma. Ah, putain, c'est super bien dit, c'est ça, une expérience, exactement, c'est ça, il faut s'attendre à une expérience, il faut vraiment pas voir ce film comme on voit un film habituel, hein, je préfère le dire.
beaucoup de gens, je pense, ne sont pas prêts. D'ailleurs, j'ai écouté la Probable. très bonne interview de Nicolas Martin qu'il a fait d'Olivier Latch et tu découvres en fait que il a fait pas mal de raves, pas mal de teufs dans le désert, qu'il a découvert ça, que c'est des gens qu'il a castés principalement dans ses fêtes et que le début du film c'est une fête organisée spécifiquement pour le film. D'accord, ah bah ça je savais Oui, pas. Ça. et il l'a tourné et il a dit, vous faites votre truc, je sais pas, ça a duré 8 heures, je tourne, on la fera, ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, et moi je me démerde dans ces heures-là. Il a tourné ce qu'il devait tourner pour la scène d'ouverture. Alors du coup, je sais pas si c'était une autre interview de je ne sais plus de qui que j'ai vu sur au moment de Cannes, et il disait donc qu'il avait déjà les idées de Sirat au moment de Mimosa, son premier long de fiction déjà, mais que forcément Au vu de ce que tu as dit. voilà, il n'avait pas les moyens à ce moment-là, et donc le gars, il gagne quand même, parce qu'il y a 4 sélections à Cannes, je le rappelle, donc il y a la compétition officielle, Un certain regard, la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique, il y a 20 films par compète en général. Et donc lui, Mimosa, semaine de la critique, Grand Prix, ok. Deuxième film, Viendra le feu, Un certain regard, Grand Prix, et donc du coup, il y a quelqu'un qui s'appelle Pedro Almodovar qui repère son compatriote et ils se sont rencontrés, et il a accepté de l'aider à financer en partie avec son frère, je crois, le frère de Ouais, c'est avec la compagnie LDCO, la boîte voilà, de prod. et donc du coup il a pu réaliser son rêve, et merci à tous ces gens-là d'ailleurs, parce que du coup on a pu voir ce putain de film, et je pèse mes mots. Ce chef-d'œuvre. Voilà. Je l'ai dit. Eh bien, oui, pas facile à dire, mais pas loin en tout cas. Pas très loin. Sacré mois, sacrée émission. On enchaîne avec le 10e. Oui, là c'est un réalisateur un peu plus âgé. Le 10e long métrage de Paul Thomas Anderson que nous avons vu également, qui s'appelle Une bataille après l'autre. Alors tu vois, là je prépare un circuit fermé. Tu vérifieras que l'amorce est bien reliée comme ça, histoire de pas déclencher l'explosion par erreur. T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. Alors le pitch: ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille. Willa, indépendante et pleine de ressources, mais un jour son ennemi juré refait surface 16 ans après. Eh bien, c'est le moment d'en débattre, et on va commencer avec Christina. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce Paul Thomas Anderson, ce nouveau cru? On attend toujours impatiemment le dernier Paul Thomas Anderson, en tout cas moi avec un énorme enthousiasme. Et pour ce nouvel opus, après Inherent Vice, il a refait une adaptation de Thomas Pynchon, du roman ici Vineland. Et contrairement à la première fois avec Inherent Vice, il en a uniquement gardé le fil narratif et s'est complètement approprié l'histoire. Et le roman initial, sur lequel se base l'histoire, suit des radicaux et révolutionnaires des années 60 jusqu'à l'ère Reagan. Et Anderson, lui, il déplace tout avec un premier acte qui pourrait être l'Amérique trumpiste d'aujourd'hui, puis un bond 16 ans plus tard dans un futur à peine différent. Et dès l'ouverture, le décor est planté. C'est un groupe armé, les French 75, qui attaque un centre de rétention de la frontière américano-mexicaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été écrit, réalisé, tourné avant la deuxième réélection de Trump. Et pourtant, visionnaire, on voit ce qu'est en train de devenir l'Amérique d'aujourd'hui. Avec One Battle After Another, Anderson parle de race, d'histoire américaine, de mémoire collective, et il met le doigt sur les tensions démographiques, la tentation de l'oubli historique. Et donc Pynchon racontait l'Amérique underground, et Anderson, lui, raconte au final l'Amérique d'aujourd'hui. Donc on a parlé du révolutionnaire, notre cher Bob, qui se lance dans une course-poursuite. Donc le film vire vite dans ce côté-là. Et Anderson filme ça avec une énergie rare, une caméra toujours en mouvement, des mélanges de gros plans, des vastes panoramas. Et en parlant de l'aspect visuel du film, c'est splendide parce qu'il a fait un choix admirable, c'est de le tourner en VistaVision, qui est un format oublié des années 50. Ah oui. Ça donne une ampleur... Comme The Brutalist. Exactement, et ça donne une ampleur incroyable aux images, ça relie le film à l'âge d'or du nouvel Hollywood. Moi, ça me fait penser à Vanishing Point, Easy Rider, mais mis au goût du jour.
Et je prends pour témoin des scènes cultissimes, vraiment, je vois pas comment ça peut pas être culte, dont cette scène de course-poursuite en ligne droite sous forme de roller coaster. Le montage, le choix des Cette scène, focales, elle est incroyable. ça imprime la rétine. C'est la meilleure scène du ça film. renforce, et c'est renforcé par la partition dissonante de Johnny Greenwood. Ah oui, ça c'est cultissime. Quoi qu'on pense du film, on est scotché. Et puis, quand même, les acteurs, waouh, là, on a du très très haut niveau. Ils sont tous sidérants, Il y a beaucoup de choses bluffants. à dire sur les acteurs. Bah justement, moi, je vais vous parler de ma mention à moi, ma palme. Moi, c'est DiCaprio. Je trouve que c'est sa meilleure performance depuis des années, vraiment. Son niveau est déjà énorme, mais là, on le connaît, il est cabotin, il sait avoir un jeu burlesque quand il le faut, mais là, il est dirigé sans doute et il a une capacité d'avoir une retenue bouleversante dans les scènes intimes. Moi, je l'ai trouvé mais absolument parfait du début à la fin. Et il s'inspire même d'un personnage que j'aime beaucoup, le dieu de Lebowski, pour revêtir son costume de super-héros, mais cette fois-ci un peu improbable, je passe bien sûr du peignoir. Le peignoir qui porte tout le film. Et d'ailleurs, je vous demande, quel super-héros est capable d'une telle chute d'un immeuble à travers un arbre ? J'arrête le spoil ici. Alors moi, je voyais pas un super-héros, je voyais le dude. Oui, c'est le dude de Lebowski, absolument. Et vous, alors, quels sont vos personnages, votre personnage préféré dans ce film ? Parce qu'il y a de quoi dire, comme tu disais. Ah, il y a une grosse galerie de personnages. Bon, moi, c'est Sean Penn. Je sais pas, je te le pique, Thibaut, peut-être. Oui, pareil, tu me le piques. Oui. non. Bien sûr, DiCaprio est génial, mais on a tellement l'habitude de le voir comme ça. Sean Penn, ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas fait un bon film, quand même. Oui. Oh oui. Et là, il est habité par ce personnage de militaire complètement taré. Ouais, c'est un gros candidat au meilleur second rôle de l'année. Ah oui, Oscar du meilleur second rôle, oui, c'est sûr. Ah oui. Je pense que Léo peut aussi être sur les rangs des Oscars. On verra, on saura ça dans quelques mois. J'y crois beaucoup moins. Et donc pour conclure, moi je pense que Anderson avec ce film, il confirme tout simplement qu'il est parmi les plus grands cinéastes aujourd'hui, avec une filmographie sans doute la plus variée, la plus vivante de sa génération, parce qu'à chaque fois, il surprend, à chaque fois il invente. Et One Battle After Another, pour moi, est, je pense, une œuvre essentielle parce qu'elle ne se contente pas d'être une explosion de mise en scène et un grand film de cinéma, comme on vient de le dire, mais il assume son propos politique, celui d'un pays et d'un monde qui est traversé par des fantômes raciaux et la tentation de la répression systémique. Et je pense que c'est le film que le monde attendait dans le contexte d'aujourd'hui, et viva la révolution! Merci Christina, moi je pense que les notes vont être très bonnes ce soir. Moi j'ai beaucoup aimé également, évidemment, il est d'ailleurs... J'ai un top que j'agrémente au fur et à mesure de l'année. Il est 15e sur 20 pour l'instant. C'est une très bonne place et il va peut-être bouger, je ne sais pas. Alors, bien, mais pas top quand même. Ouais, sur le nombre de films que j'ai vus cette année, je pense que c'est une très bonne place. Alors, le premier point déjà, c'est que moi j'avais adoré la bifurcation avec Licorice Pizza, avec ce côté légèreté, générosité. Que je m'étais dit, mais waouh, c'est du Paul Thomas Anderson vraiment beaucoup plus doux que d'habitude. Alors attention, je suis un fan, j'adore aussi bien sûr ses autres films, qui sont plus kubrickiens, avec une puissance, une mise en scène ultra maîtrisée, peut-être même trop maîtrisée. Et Scorsésien aussi par moment. Scorsésien aussi, tout à fait, effectivement. Oui. Voilà. Et là, Licorice Pizza, c'était un petit bonbon. Alors je m'étais dit à l'époque, c'est une parenthèse, c'est sur son adolescence, il va faire ça que pour ce film. Eh bien non, je me suis trompé parce que ce que j'ai beaucoup aimé du coup dans la bataille après l'autre, c'est qu'il est resté dans ce virage léger, généreux, parce que c'est un film d'une immense générosité, ce film. Qu'est-ce que j'ai rigolé, on a des émotions quasiment à chaque scène. Enfin, moi j'étais vraiment embarqué, quoi. Et là, je me suis dit, il se lâche, c'est un peu plus anarchique entre guillemets que ces autres films qui ont une sorte de masse comme ça, que j'adore. Attention, je le redis, There Will Be Blood et Phantom Thread sont mes deux préférés, puis ça va très bien son cinéma. Mais j'ai trouvé que c'était l'intelligence de donc deuxième point, l'intelligence de ce réalisateur pour moi, c'est qu'il a écouté ce que demandait le cinéma. Ce que j'essaie de dire, c'est que les liens entre les personnages, l'émotion, les liens familiaux, c'est le cœur du film. Et c'est un peu comme un grand classique américain. Il n'est pas encore, mais comme tu dis, Christina, il va peut-être devenir très vite culte, ce film, ou classique. Et parce que ces dernières années, on a eu pas mal de réalisateurs, alors un peu plus jeunes, mais
qui ont essayé de s'égarer, qui se sont égarés pour moi, comme Ari Aster dans une certaine lourdeur politique avec Eddington, on en parlait il n'y a pas longtemps. Il y a Joker qui était dans la lourdeur psychologique, même Bird d'Andrea Arnold qui était dans la lourdeur sociale. Et ce que j'aime bien là, c'est que lui, PTA, il nous parle de politique, de social, il parle de tout ça, mais il est focalisé sur le sens du spectacle et l'émotion. Il a vraiment gardé l'essence même du cinéma. Et j'avais l'impression finalement de revoir un film américain qui revenait à des bases classiques, au lieu d'être auto-centré, comme c'est un petit peu comme Nosferatu aussi, qui était sur la lourdeur esthétique. Bref. Donc ça m'a vraiment... j'avais vraiment un coup de fraîcheur avec ce film, en fait. En fait, la vraie révolution de ce film, c'est de ne pas vouloir révolutionner le genre. Voilà. La simplicité, c'est pas si facile que ça. Et je trouve qu'il a... je vais finir comme toi, Christina. Viva la révolution, et je donne la parole à Mr. Thibault. Alors, désolé si je suis un peu dissonant dans ce concert de louanges. Le film est porté par une critique totalement dithyrambique. Comme les Stories Pizza à l'époque. Franchement, je la trouve... Ouais, mais je la trouve un peu excessive. Entendons-nous, le dernier Paul Thomas Anderson est un grand film sur les divisions de l'Amérique, qui questionne la répression et le militantisme radical, et les fractures raciales et la polarisation politique. C'est un film passionnant qui tient en haleine, on reste suspendu à l'évolution du récit. Et là, évidemment, difficile de ne pas comparer avec, tu l'as cité, Jérém, Eddington. d'Ari Aster. Pour ce dernier, j'avais envie de couper 45 minutes, mais sur le PTA, je retire pas une minute. Alors, ouais. T'as eu peur. Ouais, vraiment, il m'a tenu, mais vraiment en haleine du début à la fin. C'est un film foisonnant. Mais à côté, j'ai pas toujours été sensible au mélange des genres. Je trouve qu'il y a pas mal de raccourcis dans le scénario, quelques facilités, des dialogues un peu too much, et puis ça manque un peu d'émotion. Voilà. Ouais. C'est quand même un grand film, contemporain, comme tu disais. Juste, c'est pas mon Pitié préféré. Ah non, moi non plus. Si je te devais donner un... Moi, c'est... je l'ai dit tout à l'heure, les deux avec Daniel Day-Lewis... reste voilà, mais celui-là pour moi il est pas très loin du top 3 quoi. Voilà. Ouais, j'attends un peu de le revoir, peut-être que j'aurais oui, c'est très différent tous, oui, il fait jamais deux fois le même film là. C'est difficile à comparer. Enfin, Tom Tuel est tellement parfait sur la réalisation, c'est vrai que là on n'est pas du tout dans le même registre. Mais oui, il faut le revoir. Moi, j'ai très envie de le revoir. C'est un film... moi, j'ai pris un plaisir immense. C'est jouissif, ce film. Enfin, c'est... Mais oui. Ouais. Voilà, c'est... Alors, effectivement, c'est... Ah non, j'ai pris plaisir. Juste, vraiment, quand je lis les critiques autour du film, c'est rare où il y a quelque chose de dissonant, vraiment. Où il y a quelqu'un qui ose mettre un bémol sur le film. Et c'est pas non plus un chef-d'œuvre de... C'est ce que j'ai regardé sur... je crois que c'est Allociné qui résume un peu tous les critiques. Et je crois qu'il n'y avait pas eu ça depuis Les Fabelmans de Spielberg, une critique aussi. The Fabelman, j'ai totalement compris. Que j'ai pas aimé. Pour le coup. Oui, je sais. Moitié aimé. Non, mais on peut pas être tous d'accord. Oui, moi aussi. On peut pas être tous d'accord, mais je pense qu'il a plein d'arguments que de grand public que d'autres Pitié n'ont pas. Donc, c'est ça. La générosité, c'est ce que je disais. Il s'est tourné vers une vague de générosité et peut-être qu'il va conserver ça. Et moi, j'aime bien les réalisateurs qui ont du recul sur leur filmographie, qui arrivent à distiller par petites touches autre chose, même si c'est du PTA évidemment et tous les thèmes sont là. D'ailleurs, j'ai remarqué ça, je me suis dit ça l'autre jour, ça fait depuis 20 ou 25 ans, donc faut remonter, je sais plus quel film en arrière, mais ça fait très longtemps qu'il n'avait pas fait un film qui se passe à notre époque. C'était Magnolia le dernier ? Je crois que c'est... Punch Drunk Love. Peut-être, ouais. Punch Drunk Love. Donc ça fait 25 ans, quoi. Et du coup, je trouve qu'il a un regard beaucoup plus intéressant que Ari Aster. Bon, on va pas reparler d'Ari Aster, mais voilà, c'est pour... le pauvre Ari. Je trouve qu'il est... Il se prend des balles perdues à chaque fois, chaque émission. Oui, il se prend des balles perdues, c'est un peu ce qui se passe dans son film aussi. Bon. C'est pour le coup, les deux ont vraiment des sujets en commun, quoi. Il y a des rapprochements à faire. Voilà, c'était ça. Bon, merci à tous. On va passer aux notes pour les deux premiers films. Donc, je pense que tout le monde s'en doute, ça va pas être du 1,5 comme Alpha. On va commencer avec Sirat, Christina. Mr. Thibault, pardon. Mr. Thibault d'abord. 9,5. Voilà, donc Jérém, c'est moi, 9. Et Christina. Et 9 pour moi aussi. Et pour le Paul Thomas Anderson, Christina. On reste sur 9. Eh bien, moi, je mets 8 pour celui-là. Et Mr. Thibault. Je mets 8 aussi.
Ah bah oui, ça va, Oui. très belle note. Alors, avant de passer à notre habituel Breakfast Club, on va revenir sur les coups de cœur de ce mois de septembre 2025. Je vais commencer, puisque a priori, il n'y en a pas beaucoup des coups de cœur. Moi, j'en ai plusieurs, alors, je ne vais pas tous les étaler, mais je vais déjà parler de Nino, un petit mot sur Nino. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je pense, du film Nino, les collègues. Bien sûr. Donc de Pauline Loquès, c'est un premier film sur cette année 2025 où il faut quand même avouer que le cinéma français n'est pas au rendez-vous totalement. Il y avait L'Attachement et La Pampa, je dirais, qui étaient très bons. Et bien Nino. Avignon Papa pour mobile moi. aussi, Papa mobile. Hein. Et il y a. N'oubliez pas. Oui, hein. Papa mobile. oui. Attention, je dis toujours que je ne critique pas un film tant que je l'ai pas vu. Non, mais il est sorti. C'est un petit film, il est sorti dans cette salle. Faut l'aider, hein. Faut l'aider. Il faut l'aider, il faut en parler. Voilà. On va d'ailleurs, tiens, allez, on en parle au prochain podcast. Non, je rigole. Voilà. Enfin, Nino, en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui apprend un vendredi matin qu'il a une maladie grave et il doit revenir le lundi à l'hôpital pour commencer en urgence un traitement lourd. Et du coup, il va errer tout le week-end dans un Paris. Mais j'avais l'impression d'ailleurs de voir un Paris que je connais, parce que, voilà, mais j'ai rarement vu un Paris aussi bien filmé, et tout le week-end, en fait, il va aller de rencontre en rencontre, et c'est juste touchant, beau, et on verra, je prends les paris, que dans quelques semaines, pour les Césars, Théodore Pellerin, qui joue Nino, il aura le César du meilleur espoir, il est juste extraordinaire, ça faisait longtemps que j'ai pas vu une prestation d'acteur qui m'avait scotché comme ça, voilà, donc je conseille Nino. Il y a aussi des second rôles, Jeanne Balibar, bouleversante, Mathieu Amalric, qui est amoureux de Romy Schneider, et William Lake Beale, qui est extrêmement juste. Voilà, je conseille donc Nino. Et le deuxième... Il n'y a que dans Mac Walter où il est pas bon. Ouais. Et le deuxième coup de cœur, donc c'est Oui, de Nadav Lapid, cinéaste dont je suis la carrière depuis très longtemps, et je sais que Oui finira dans mon top 5 avec Sirat, hein, notamment. Voilà, bon, Oui, c'est un film... israélien par un réalisateur donc, qui vit en France depuis quelques temps à Paris et qui est retourné à Tel Aviv donc, pour faire ce film qui parle de l'après bien sûr 7 octobre hein, je pense que ça il disait qu'il était obligé de faire un film sur ça, donc en fait c'est un film qui est vertigineux, chaotique, c'est un festival d'effets visuels, alors c'est un film vraiment la première partie du film c'est un couple en fait qui est vraiment à la solde des riches israéliens là-bas de Tel Aviv et qui sont un peu leurs esclaves, ils sont payés pour ça mais voilà ils subissent tout ce qu'ils ont à subir, et du coup le film est complètement dingue, c'est une sorte de rave party monstrueuse pendant 1 heure quoi. C'est la deuxième partie, j'en parle pas, elle est beaucoup plus politique mais elle est extrêmement belle et forte. Voilà, je conseille Oui, c'est pour moi un film essentiel et très courageux qu'a fait Nadav Lapid. Et d'ailleurs, je glisse un petit mot parce que je fais partie d'un collectif qui s'appelle Le Dernier Mot de Trop, dont on va parler tout à l'heure. Et il y a un magazine dans ce collectif, et donc j'ai rédigé ma première critique. C'était pour le Oui de Nadav Lapid, que j'inviterai les auditrices et auditeurs à la lire s'ils ont envie. Voilà. Et juste un petit mot, il est sorti là, la Palme d'Or à Cannes, faut pas oublier, qui s'appelle Un simple accident, et qui est, alors il faut l'avouer, qui est la palme politique que Greta Gerwig n'a pas remise l'année dernière aux Graines du figuier sauvage, film iranien, voilà, et de Mohammad Rassoulov, pardon. Mais notre Juliette nationale, elle a été au bout, et je me souviens, Thibaut, on en avait parlé, même avant le festival, on s'était dit, tiens, si ça se trouve... Et Juliette, elle va le donner à Jafar. Voilà, on n'était pas les seuls à le penser, et elle l'a fait. Donc oui, c'est une palme politique, mais oui, c'est aussi un très bon film, et un des meilleurs films de Panahi, cinématographiquement parlant. Et bien, c'est un côté western que j'ai adoré, voilà. Donc oui, voilà, c'était faussé dès le départ, mais quand même, ça mérite une palme d'or pour d'autres raisons que la politique, donc je le conseille. Et ça souligne la très bonne santé du cinéma iranien malgré tous les bâtons dans les roues qu'il peut avoir, entre Roustahi, Panahi, Les Graines du Figuier, tu l'as cité, mais ça fait des années que le cinéma iranien est très très bon. Tatami aussi. Tatami était très bien, ouais, puis Asghar Farhadi toujours. Évidemment, le taulier. Le taulier, voilà, c'est le taulier, donc voilà, donc courez voir la Palme d'Or, parce qu'en plus c'est un film grand public et tout le monde pourra trouver son compte, et notamment, évidemment je dirais rien, mais la fin est assez incroyable. Donc on passe du coup
à notre fameuse rubrique Ciné Club, donc avec The Breakfast Club But at Night. Et cette année, elles sont 8 étudiantes passionnées de cinéma et se prénomment Aïcha, Clem, Cynthia et Nora. Jeanne, Juliette, Meili et Olga, elles forment la nouvelle équipe du Ciné Club, toujours soutenue bien sûr par les cinémas indépendants parisiens. Donc il y aura 10 films, un par mois. Après Marie-Antoinette le mois dernier qu'on avait évoqué assez rapidement, elles ont choisi pour la projection du 14 octobre le film japonais Kuroneko du grand Kaneto Shindo, que j'ai vu et que j'ai adoré. Mais on va nous se concentrer sur le film d'après, donc le prochain, qui s'appelle Easy Girl de Will Gluck, qui est projeté le mardi 4 novembre à 20h au Grand Action. Attention, cinéma que j'adore, salle. Superbe cinéma. 3 salles incroyables. Et donc nous allons faire l'autopsie de Easy Girl. Alors voici, chapitre 1. Tu veux sortir avec moi? Brandon, il y a à peine quelques heures, tu m'as dit que t'étais gay. Et t'as dit que je devrais faire semblant d'être hétéro. Et je voulais pas dire avec moi. Olive Pendergast, une étudiante, s'est montrée bien imprudente en confiant qu'elle aurait perdu sa virginité avec son petit ami. Mais non seulement il ne s'est rien passé entre eux deux, mais ce mystérieux compagnon idéal existe-t-il? Je donne la parole à Nico, puisque Nico, tu as vu ce film. Et Oui. qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Eh ben, écoute, après Twilight, je suis donc préposé aux teen movies, hein, bien sûr. C'est vrai. J'allais te la faire. C'est vrai en plus. C'est mon rôle, hein, c'est ma vie hein, maintenant, je suis là pour ça. Hein, Mais donc, cette fois, on t'a mis un bon. Ouais. Alors effectivement, cette fois, c'est un peu différent. Oui, quand même. Easy Girl, Easy A en version originale. Tout à fait, tu fais bien de le dire. Pas anodin en plus, puisque comme il y a une certaine inspiration de la lettre écarlate, ça a son importance. Mais voilà, c'est un film qui est, c'est un teen movie qui est résolument, j'ai envie de dire, progressiste et qui prend quand même le contre-pied de pas mal de teen movies, en tout cas pendant une bonne partie du film. Parce qu'on a notre héroïne qui est ni spécialement populaire, ni spécialement un souffre-douleur. C'est une nana assez normale au final. Hein. Elle n'a pas beaucoup d'amis, mais elle n'en souffre pas. Elle a une famille qui va bien, donc pas de problème. Et elle va mentir, non pas parce qu'elle veut spécialement se faire passer pour autre chose, mais elle ment parce que à la base, elle veut être sympa avec sa copine. Elle veut pas la blesser parce qu'elle voulait pas dire que ses parents sont trop cringe en fait. Donc elle se retrouve dans cette situation, mais ce mensonge, elle se rend compte que ça va lui permettre de prendre le contrôle de l'image qu'elle renvoie aux autres. Et au final, on n'est pas face au schéma classique de l'ado qui se retrouve dans une situation et qui l'a subi. C'est elle qui décide de le faire, c'est elle qui réfléchit et elle dit finalement c'est pas si mal. Je vais y aller, puis on va voir ce que ça donne, en fait. Je trouve ça intéressant, moi, parce que, pour le coup, notre protagoniste, elle maîtrise, en fait. Elle maîtrise la situation dans laquelle elle est. Elle n'est pas en train d'essayer de s'en sortir par tous les moyens. Elle décide de rouler avec ça. Et je trouve ça assez intéressant, assez original. Surtout que c'est un film, évidemment c'est un film qui parle de la quête d'identité, hein, c'est un classique du teen movie et de la vie de manière générale, hein, qui nous sommes, qui nous pensons être et qu'est-ce que les autres pensent de nous, c'est un questionnement classique, mais c'est exacerbé pendant l'adolescence, hein, bien sûr. Mais je trouve que même si le sujet n'est pas très original, ce revirement il est assez original. Et il y a plein d'autres petits trucs qui prennent le contre-pied comme ça. Par exemple, tu vois, je trouve que tous les personnages qui d'habitude et les instances qui sont aidants dans ces films, dans celui-là, ils sont pas là en fait. Ils sont pas aidants. Ses amis, ils sont pas là. Sa meilleure amie, elle l'écoute pas. Elle s'en fout. T'as la conseillère pédagogique, elle s'en fout, elle est pas là. T'as le proviseur de l'école, il s'en fout, il est pas là. Et même la religion, ce qui est quand même assez étonnant pour un film américain, la religion, elle est pas là non plus, puisque pendant une grande partie du film, l'antagoniste, c'est sa camarade qui est très croyante. Et on a même une scène qui est assez bien vue, je trouve, de confession, où elle va raconter
tous ces problèmes dans un confessionnal, et en fait on se rend compte à la fin qu'il n'y a personne pour l'écouter en fait, il n'y a pas de prêtre, il n'y a rien. Donc je trouve ça assez rigolo de montrer que les instances qui d'habitude sont là pour aider les ados sont pas là, et au final c'est les parents qui sont les plus aidants. D'habitude les parents c'est toujours la figure du conflit, hein. Soit les parents c'est un peu des losers, soit ils comprennent pas, ou ils sont trop autoritaires ou un truc comme ça, et en fait là les parents, qui sont d'ailleurs très très bien dans le film, ils sont très bien écrits, ils sont très bien joués. Stanley Tucci et Patricia Clarkson. Par Stanley Tucci, ouais, et Patricia Clarkson, ils sont hyper drôles. Et en fait, les parents, ils sont hyper aidants, hyper compréhensifs, ils sont pas intrusifs, ils sont jamais jugeants, ils sont très bien en fait, ils sont là tout le temps. Ils sont drôles, putain. Ils sont hyper drôles, il y a des répliques qui sont vraiment très très drôles pour le coup dans le film. Et du coup, ils sont... Sur l'adoption du gamin, putain. Ça, c'est drôle quand même. Hein. Sur l'adoption, c'est hyper drôle quand même. Hein. Mais voilà, donc je trouve ça intéressant que les parents, qui d'habitude sont une figure toujours un petit peu de conflit dans les teen movies, sont là, en fait, totalement aidants du début à la fin. C'est un soutien inconditionnel, c'est une safe zone. Et elle est très bien, elle s'entend très bien avec eux. Et tout va bien, en fait, au niveau des parents. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et là encore, je trouve que ça prend quand même un petit peu le contre-pied du teen movie. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le contrôle que Olive a sur la situation, même si, alors évidemment, pour des raisons narratives, bien sûr, il y a quelquefois des petits dérapages, hein, il fallait un petit peu de drama, un petit peu faire avancer la narration, mais elle garde quand même le contrôle à peu près tout le temps. Et ce que je trouve marrant, c'est que ça se retrouve aussi dans la narration. Et ça aussi, je trouvais ça assez malin, puisque pendant tout le film, on a l'impression que Olive s'adresse en fait à nous, puisqu'elle nous raconte en voix off tout ce qui se passe, mais qu'en fait, à la fin, on se rend compte que en fait, c'est pas du tout à nous qu'elle parlait. C'était un stream qu'elle faisait en live pour expliquer à ses camarades qu'est-ce qui se passe. Et en fait, même là, même dans la narration, on se rend compte que c'est elle qui contrôlait et qui a décidé de ce qu'on voulait, de ce qu'on allait penser d'elle. En fait, on pensait qu'elle s'adressait à nous, et en fait, pas du tout. Donc, je trouve ça assez rigolo. Je trouve ça assez sympa de voir aussi que Olive, au final, même si elle a 2-3 moments où elle est un petit peu au fond du seau, mais enfin ça va, je trouve qu'elle vit pas mal la situation. C'est assez rigolo de la voir assez forte, assez à l'aise en fait avec tout ce qui se passe. Elle n'est pas spécialement gênée que les gens pensent que c'est une fille facile, elle n'est pas spécialement gênée qu'il y ait des gens qui viennent lui demander des trucs, elle y réfléchit, elle dit mais peut-être je vais en tirer un parti, ça peut être pas mal. Je trouve ça assez sympa. Au final, on se rend compte qu'au lieu de subir, on a l'impression plus qu'elle expérimente, elle fait une espèce de petite expérience sociale assez sympa, je trouve. Et tout ça, je trouve que c'est assez marrant, c'est assez malin, en fait, pour un teen movie. Ça prend un peu le contre-pied. Alors évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre, ça reste quand même très en surface. Et puis la conclusion, elle est quand même très convenue. Elle était assez inévitable, mais elle est très convenue. On retourne dans le teen movie classique, hein, bien sûr. Ça se finit bien, elle finit avec le garçon, tout va bien. On a du rock californien en générique de fin. Mais t'as spoilé. Et puis, et puis on voilà. Venir. Oui, on le voit quand même venir. On le voit venir des kilomètres. Oui. C'était assez inévitable en fait que ça se termine comme ça. Donc sur la fin, ça perd un petit peu de sa pertinence, ça perd un petit peu de son truc. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que le film était intéressant, que le traitement des personnages était sympa. Je trouve que les comédiens sont très très bien. Le casting il est impeccable, les comédiens ils sont très très bien. Je vous parlais de Stanley Tucci et Patricia Clarkson, mais Emma Stone bien sûr, elle est très très bien aussi. Le rôle est fantastique, mais sa prestation Ouais, est tout elle est autre. vraiment- Oui, c'est la première fois qu'elle avait un premier rôle. C'était à son l'époque, premier, hein. ouais, c'était son premier rôle. Et Oui, elle assure. mais elle avait déjà elle fait est quelques films. hyper bien dedans. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est de voir que pendant la promo du film, elle a un peu vécu ce que vit son personnage, puisqu'il y a un nombre de journalistes qui lui ont parlé de ses tenues, du fait qu'elle porte vachement bien le short court et tout ça, et qui lui parlaient pas du tout du film. Donc c'était assez marrant de voir qu'au final, le film tapait assez juste. Et donc voilà, je trouve que le film est tout à fait sympathique. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un teen movie qui évite pas mal de clichés, qui se regarde bien, qui est marrant. Et puis voilà, c'est déjà pas si mal.
Bah, c'était très sympa. Laisse-nous des choses à Très dire. sympa. Christina, t'as aimé toi? Je trouve que c'est malin, effectivement. J'avais pas d'attente. Je me demandais, tiens, teen movie, on a des a priori. Oui. Mais déjà, il y a une référence avec La Lettre écarlate, donc je me suis dit, tiens, il y a un propos intéressant déjà sur le pitch. Et pour aller encore plus loin sur comment le film prend le sujet, c'est aussi une critique sociale qui est subtile et très drôle, parce qu'on est dans un teen movie dans un lycée californien, évidemment, moderne, mais c'est comme une micro-société puritaine. La rumeur, elle circule à toute vitesse, le regard des autres pèse lourd, et Oui, Easy A complètement. nous montre comment la réputation se construit, se déconstruit, surtout autour, on parlait du short, mais la sexualité féminine, qui est jugée par la société comme mauvaise et irrespectable. Et le parallèle avec le livre est que ce que n'a pas fait la première héroïne, la deuxième prend le pouvoir, comme tu disais. Et c'est très intelligent parce qu'elle transforme ce stigmate en liberté et ça permet de conjuguer humour, modernité, critique sociale et en rendant hommage au classique, vraiment c'est un classique de la littérature américaine. Et en plus, le film commence à avoir quelques années, mais les réseaux sociaux ont pris encore plus d'ampleur, donc Oui. avec le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, le film gagne encore en profondeur, ce qui est assez rare sur un teen movie. Et la morale, qui pour moi est encore très intelligente, c'est de dire finalement qu'on ne choisit pas ce que disent les autres de nous, mais on peut toujours choisir ce qu'on en fait. Et c'est ça le pouvoir du film. Oui, c'est ça, ouais. Bien Ah dit, oui, tout bien à dit. fait. Mister Thibault, quelque chose à rajouter sur Ah. Easy Ah oui, plein. Non, c'est toujours agréable de regarder une comédie drôle, bien écrite et bien jouée. C'est un feel-good movie qui a des choses à dire, qui parle de jugement sans jamais vraiment condamner les personnages. Hein. Chacun a ses secrets, sa part sombre. Je trouve qu'il y a pas mal de nuances, c'est jamais manichéen. Et puis tu le disais, une bonne comédie, c'est aussi des bons seconds couteaux. Et là, on est servi entre le duo de parents dont toutes les répliques claquent parfaitement, c'est un régal. On aurait pu citer Fred Armisen pour une scène dans le rôle du prêtre. Je trouve aussi qu'il est fantastique. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir sur l'auto-ironie du film. Il est à la fois conscient de ce qu'il est, c'est-à-dire un teen movie qui reprend les codes du genre, tout en se moquant des stéréotypes véhiculés dedans. Et alors, pour aller un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle un discours méta. Easy Girl, c'est un méta-teen movie, un peu comme Scream, sur le film d'horreur. Déjà, dans sa narration, vous en avez parlé, hein, puisqu'elle est consciente de sa construction, c'est un procédé métanarratif, puisque ça cite explicitement les teen movies de John Hughes, qui sont des références du genre et qu'il est préférable de regarder avant pour apprécier toutes les saveurs de Easy Girl. On peut citer pêle-mêle La folle journée de Ferris Bueller, The Breakfast Club, 16 bougies pour Sam, et les moins connus, Un monde pour nous de Cameron Crowe, et L'amour ne s'achète pas avec le tout jeune Patrick Dempsey. Bon, sinon des bémols, ouais, un peu. Le numéro musical manque un peu de folie, et la réal est anecdotique, mais on s'en fout, le plaisir est réel. Oui, c'est vrai que C'est Will ça. Gluck, je ne sais même pas ce qu'il a fait d'autre comme film, ce réalisateur. Je sais pas, mais alors par contre, à son crédit de Will Gluck, il a retouché un petit peu le scénario et c'est grâce à lui que le film est un peu plus subtil. Il a enlevé beaucoup de choses qui étaient un peu superflues et tout ça, et c'est grâce à lui pour le coup. Donc salut Will, super. Merci Will, Force merci à donc au Breakfast Club d'avoir choisi ce film. Et nous passons évidemment à notre fameuse rubrique rétro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. On fête avec toute l'équipe de 24 images secondes les 40 ans pile poil. C'était fin octobre 1985. Je pense que certains ont peut-être 40 ans, certains ont déjà compris, vu le titre de l'épisode, qu'on va parler évidemment d'un film de Robert Zemeckis qui s'appelle Retour vers le futur. Non, c'est parti. Ça y est, les c'est actualités. parti. C'est parti. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche!
Alors le pitch, en 1985, Marty, un adolescent comme les autres, mène une existence ennuyeuse et morne, et heureusement, il est épris de la jolie Jennifer, et il entretient une amitié avec Doc, un savant fou qui prétend avoir inventé une machine à voyager dans le temps. Je vais commencer, quand on y refait un petit clin d'œil à mon petit neveu Dorian, qui nous écoute à chaque fois, c'est son film préféré, il a 15 ans, et puis je suis content que ce soit son film préféré, mais c'est un très bon choix. Parce que tout simplement, c'est un putain de grand film, quoi. Moi, j'ai dû le voir, je sais pas, au moins 20 fois depuis que je suis tout petit. Comme on en parlait en off tout à l'heure avec l'équipe, je pourrais facilement vous le réciter par cœur. Alors, je l'ai jamais vu en VO, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu en version originale parmi vous. Eh ben non, j'ai regardé en VF. Bah ouais, moi non plus. Ouais, j'ai dû le faire une fois. Non. Ouais, j'ai dû le regarder une fois, mais je le regarde en VF, quoi. La VF est bien faite et qu'elle a bercé ton enfance. Difficile de s'en passer. Ah bah ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais, Puis ouais. voilà, les répliques sont tellement cultes en français, je ne sais même pas ce que ça donne. Mais oui. Elle est iconique. Hein, Elle cette est VF, iconique. Alors évidemment, c'est un film qui est culte aussi aux États-Unis, donc eux, ils ont leurs références, des phrases que nous on n'a pas, des répliques pas tout à fait les mêmes. Donc c'est ça la magie du cinéma. Ils ont pas la bonne version. Voilà. quoi. Ils ont pas la bonne version, ouais. Bah ouais. Ouais. Et donc voilà, bon. Alors là-bas, c'est pas des gigawatts, c'est pas des gigawatts, c'est des gigawatts. Et voilà, des En plus, ouais, je sais pas pourquoi il dit Ah oui, gigot. c'est Ouais. vrai. 2,21 gigawatts. Mon Dieu. 1,21. Ah là, non mais c'est un régal absolu. On voit à l'époque du coup toute la malice du scénario qui, avec énormément de préparation de paiement. Alors préparation de paiement pour les auditrices et auditeurs, c'est un élément qui est discrètement. Alors certains films malheureusement c'est pas discret, hein, bon. Mais là c'est discrètement voilà, on va dire évoqué au début dans la première partie du film, et ça va revenir. Et là il y en a un paquet. Il y en a plein, il y en a dans toutes les scènes. en fait. L'oncle Joey toutes les qui au début t'aimes bien les barreaux, tonton, voilà, qui est en fait en prison et qui, on le voit dans le passé, qui est petit dans son parc avec cette référence aux barreaux. Enfin voilà, je vais pas vous faire toutes les préparations de paiement, mais c'est déjà rien que ça c'est un régal. Alors du coup c'est vrai que j'ai du mal à me rappeler la première fois que je l'ai vu. Du coup c'est ça le problème avec ce film, parce que je l'ai vu tellement de fois. Comment j'ai réagi la première fois? Je sais pas si vous vous en rappelez, chers amis, et ça va pas être facile à s'en souvenir. Alors moi je sais, parce que comme j'ai vu d'abord Retour vers le futur 2 en salle, j'ai vu quelques jours après Retour vers le futur et j'ai fait mais c'était ça. Ah oui, c'est vrai que le 2, là t'as voir le 2 avant. D'accord, ok. Ah oui, donc pas facile du coup, surtout les dernières parties du 2 qui se passent pendant le 1, on va dire. J'ai rien bité. J'ai rien compris. Et quoi? Et ils sont dans le western après, mais séance nulle. Oui, et puis en plus t'avais 9 ans. Il y avait la bande-annonce, il y avait la bande-annonce du 3 quand à la fin du 2. Ah oui, bah oui. J'ai juste envie de dire à ceux qui ne l'ont pas vu, voyez-le, je m'étonnerais. Peut-être qu'il y a des auditrices et auditeurs qui ne l'ont pas encore vu. Hein. Ah, maintenant, il va y en avoir. Hein. Il a 40 ans, le film. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi des... Putain, on est vieux. Et ceux qui l'ont déjà vu, revoyez-le, parce que c'est les 40 ans. Il y aura forcément, fin octobre, des célébrations dans le monde entier, dans des cinémas ou autres. Enfin, c'est certain, il y aura peut-être des nuits Retour vers le futur avec les 3. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de 4 ou de remake, et putain, pour l'instant, merci. Ils veulent pas, ils ont toujours dit qu'ils voulaient pas. Ils ont tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Ouais. Très bien. Surtout et ils sont Hollywood. tous, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, ils sont tous d'accord pour ne pas faire un troisième. Ouais, personne ne veut le faire. Donc... Mais bon, il y a un moment, il perdra les droits où il y aura un remake. Hein. C'est comme ça, les studios. C'est sûr qu'il y aura un reboot, comme Robocop. Voilà. C'est ça. Austin Butler comme qui sera Marty. Il a le vent en poupe, hein. Oui, c'est pour ça que je pensais. Enfin voilà, donc c'est un très grand film. Et Luc Hamet, je reviens encore au doublage de Marty McFly, et donc merci à lui, parce que c'est ce type, mine de rien, avec Roger Rabbit ou Amadeus, voilà, les années 80, Luc Hamet au niveau doublage, c'était incroyable. Enfin, c'est le mec, la voix, elle est là, hein. On l'a tous dans notre tête, oui. Les gens de notre génération. Donc voilà, je donne la parole à Nico, du coup, pas parce que ma voix la plus emblématique, mais oui. Je peux en parler des heures. Donc Nico, qu'est-ce que tu as à dire sur Retour vers le futur? Ah bah écoute, moi aussi, hein, c'est un film qui a littéralement bercé ma jeunesse. Hein.
comme beaucoup, hein, je peux le dire, hein, je me suis construit avec Marty, hein, comme je me suis construit avec Indiana Jones, je me suis construit avec John McClane, voilà. Hein. C'est vrai, ouais, moi aussi. Et au-delà du fait que c'est un film qui est fun, que c'est un phénomène de pop culture et tout ça, c'est un film, comme tu disais, qui est assez brillamment écrit, hein, surtout pour un film de voyage dans le temps. C'est quand même un thème qui est classique et qui est même cliché et qui est vraiment super casse-gueule. Hein, et le film, il s'en sort très très bien, hein, sous ses airs de pas y toucher. Son traitement du voyage dans le temps est vraiment très intelligent, très bien foutu. Oui. Comme tu disais, il y a beaucoup de préparation paiement, il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais là, en le revoyant, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai remarqué un autre thème en fait dans le film, qui est le thème de la création en fait. J'ai remarqué, je me suis dit tiens, au début en fait Marty, qu'est-ce qui lui arrive ? Il se fait recaler lors de l'audition de son groupe de musique. Il se fait recaler et il se sent pas attaqué artistiquement, ni même sur sa technique. Il se sent attaqué dans son être. Il dit qu'il supporte pas qu'on lui dise qu'il est nul. Ne me traite pas de mauviette. Oui, que c'est le mauviette. Non, il supporte pas. Et George, son père, comme quoi tel fils tel père, hein, eh ben, c'est la même chose vis-à-vis de ses écrits. Il écrit, mais il veut pas les montrer parce qu'il dit qu'il supporterait pas qu'on lui dise que c'est mauvais. Il se sentirait jugé dans son être. Alors il publie rien, il fait rien. Et c'est marrant parce que Marty, ça c'est un twist que je trouve assez malin, c'est que il prend le rôle du père finalement et il va montrer à George comment trouver sa voie en fait. Plus que le fait de devoir draguer sa mère, tout simplement, il va lui montrer sa voie, il va apprendre à George à s'émanciper, à s'assumer et au final, il va lui apprendre à assumer en fait qui il est et à au final publier ses écrits. Parce que en fait, la quête de Marty, c'est de laisser une trace. On lui dit au début, Strickland lui dit quand il le croise dans les couloirs, aucun McFly n'a jamais laissé de trace dans Hill Valley. Et Marty qui répond que l'histoire va changer. Et en fait, c'est ça, la quête de Marty, c'est de laisser une trace. Qu'on se souvienne des McFly à Hill Valley. Oui, jusque dans le 3 d'ailleurs. C'est là qu'on revient en voyage en temps. Des traces, il en laisse pendant tout le film, puisque à chaque fois qu'il fait quelque chose, on voit que dans le futur, tout change. Hein, le nom jusque dans le 3, hein, le nom du centre commercial, évidemment le maire, plein de choses comme ça. Des traces, il en laisse. Mais la trace la plus importante, c'est celle que Marty va réussir à faire avec George, c'est-à-dire à le pousser à trouver le courage d'écrire son livre. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que George, il va se mettre avec sa mère. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que Marty, qui était en train de disparaître, littéralement, eh bien, il va réapparaître et il va pouvoir exister. Le message, en fait, de Retour vers le futur, ce que nous dit Zemeckis, ce que nous dit Bob Gale aussi, c'est un message qui est un message d'artiste, hein, de cinéaste, c'est que créer, c'est exister. Et j'ai trouvé ça très sympa. Ah oui, franchement, très belle analyse, mon cher Nico. Je sais pas si Christina, tu voulais peut-être dire un mot sur le film. Je sais que t'es pas aussi fan que nous trois, mais... Vous m'avez donné envie de le montrer à mes enfants. Je pense voilà. que c'est bon, le moment est arrivé. Ouais, moi, je l'ai vu trop tard, je pense. Mais alors, très bien, j'ai trouvé ça très bien fait, extrêmement intelligent, parce que souvent, quand on rentre dans des loops de voyage dans le temps, il y a des incohérences, où on comprend pas, où c'est trop compliqué. Là, tout est génial et hyper bien ficelé. Alors, il faut quand même admettre que Doc est un savant qui va négocier avec des terroristes libyens pour pouvoir faire une machine à remonter dans le temps dans une DeLorean. Mais à part ça, c'est cool. Hein. Alors, ça justement, moi, s'il y a un élément mythique que j'ai... Et il a été poursuivi en justice pour avoir travaillé avec des terroristes libyens, lui. Il y a un élément que je trouve mythique dans le film, c'est la DeLorean. Et le jour où j'en ai vu une, en vrai... j'étais avec des yeux comme ça écarquillés, genre mais ça existe. Et d'ailleurs j'ai une petite histoire marrante sur la DeLorean. Il semblerait qu'à la base c'était pas une DeLorean. La machine à voyager dans le temps, ça devait être c'était un frigo. Exactement. Mais en fait, pourquoi ils ont abandonné l'idée ? Parce qu'ils ont eu peur que les enfants s'enferment dans les frigos pour faire comme dans le film. Donc c'était un peu trop dangereux. Donc un peu par hasard, ils ont trouvé une DeLorean et... C'est Spielberg qui a mis son veto. On remercie, je pense qu'on a évité des accidents. Merci Steven, qui l'a refait plus tard avec Indiana Jones, petit clin d'œil. Indiana Jones 4. Et bravo, parce que les porte-papillons, ça fait un effet, puis moi je la trouve magique cette voiture. Ouais. Il en a pas vendu beaucoup, hein.
Qui n'était pas une bonne voiture apparemment au niveau performance et tout. Non, elle a juste des portes très cinématographiques. Oui, ah oui, le bruit. J'ai le bruit dans ma tête de l'ouverture de la portière. Oui. C'est fou, hein, ce film. Bah, Thibaut, vas-y, tiens, c'est toi qui vas finir du coup sur Retour vers le futur. Que dire qui n'a été déjà dit sur ce film. En vrai, hein, pas facile. Hein. C'est une vache sacrée de la pop culture. J'aurais envie de dire du mal que j'y arriverai pas. Oh. C'est une des trilogies les plus appréciées du cinéma. Tout est culte, vous l'avez dit. L'histoire, les personnages, les musiques, les dialogues. Nom de Zeus, Marty! Une route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Voilà, bah oui. Oui, il vieillit très bien. Moi, non, je lui souhaite juste un très bon anniversaire. C'est juste que depuis, j'ai juste vu mieux et plus profond. Mais ça reste un énorme petit... un petit bonbon sucré, comme dirait Julien. C'est bien, on va finir sur... On s'autocite nous-mêmes entre nous. Voilà, non, c'est vrai que c'est un film totem de ton enfance. Ah oui, complètement. C'est difficile de revenir dessus, mais objectivement et en essayant de creuser et de le critiquer, ça reste un très très bon film. Sinon, il n'en serait pas là aujourd'hui, en fait. Je disais en anecdote, Eric Stoltz avait tourné les premières scènes du film. Oui, tout à fait. Avant d'être viré. Dans la VF, vous avez tous le Pierre Cardin. Hein, on n'en vend plus aujourd'hui. En fait, c'était Calvin Klein et tout le monde l'a vu, mais comme c'était pas connu en France, ils ont fait avec. Ils ont préféré garder Pierre Cardin. C'est le système métrique. C'est ça. C'est ça. Nom de Zeus. Et donc, on arrive aux notes. Du coup, les notes pour Easy A, enfin Easy Girl. Nico. Bon, écoute, je lui mets un bon 6. Christina. 7. Un 7 pour Christina. Et Thibaut. Un 7,5. Et moi, ce sera, 5,5. Voilà. Et pour Retour vers le futur, je mets 9,5. Nico. Je mets 2,21 gigawatts sur 10, bien sûr. Alors dans ce cas, moi, je mets 88. Thibaut. Eh bien, moi, je mets 88 miles à l'heure. Christina, tu veux mettre une note 8,5. C'est une très belle note. Eh bien, merci à tous. Avant de nous quitter, je vous annonce que toute l'équipe de 24 images secondes est très fière d'avoir un nouveau partenariat, donc avec un nouveau ciné-club qui s'appelle donc Le Dernier Mot de Trop. C'est simple, ils organisent une soirée de lancement avec la projo des courts-métrages des heureux gagnants d'un concours dont on avait parlé il y a quelques mois, ainsi que la présentation de l'équipe du Dernier Mot de Trop, de cette association dont je fais partie avec Louise aussi d'ailleurs. Et tout ça, c'est le jeudi 23 octobre. Venez vraiment nombreux, c'est une soirée importante et festive. Hein, il y aura aussi à boire, etc. C'est le moment de tous se voir, de tous se rencontrer et d'échanger autour du 7e art. Et vous verrez, vous entendrez parler dans les mois prochains de ce ciné-club. Je vous dis pas encore pourquoi, vous verrez. Merci à tous, viva la révolution.